Ein Tomatoma. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
Jazz around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. On va aller scier pendant qu'ils dorment. Je suis né loin d'ici, genre à 200 000 bornes. Clean des yeux, je fais passer 40. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup on se retrouve pour, pour ce deuxième épisode de mon émission sur le rugby. Et alors aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va parler du coup des résultats du week-end en Pro D2, des résultats du week-end en Top 14. Salut Coco, j'espère que tu vas bien. Installez-vous comme il faut, prenez-vous une boisson, on est là pour chill, on est tranquille là, ça va bien se passer. J'ai prévu plein de nouvelles choses, contrairement à la semaine dernière. Du coup oui, je disais, alors le programme pour aujourd'hui, il va avoir tous les résultats du week-end, de Pro D2 et de Top 14. Ensuite, on va parler
du coup du joueur du week-end en top 14 d'après moi. On va regarder l'essai du week-end en Pro D2 et en top 14 d'après moi. Et on va parler de la compo de l'équipe de France qui contre l'Irlande pour demain. Et on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'après moi là-dessus. Pour l'essai du top 14, j'ai pas réussi à me décider entre deux, donc du coup je vous montrerai les deux. Parce qu'il y en a un, c'est vraiment un essai exceptionnel, et l'autre aussi en fait. L'autre c'est vraiment un exploit solo, et l'autre c'est un peu plus collectif. Du coup on va pouvoir commencer tranquillement à parler des résultats du week-end en Pro D2. Alors on va commencer par le premier match de Pro D2 qui a été Oyonnax Van. C'était un match vraiment très très serré, hein. Un match magnifique à regarder. Oyonnax qui avait très très bien débuté cette rencontre avec, avec 3 essais en 14 minutes. Donc ça s'est vraiment déroulé très très bien en début de match. Après, il y a eu un retour de Van avec un essai à la 22e de Tacola, qui a été transformé par Maxime Lafage. Après, il y a eu une pénalité à la 37e de Bourreau, et du coup, ça a fait fini comme ça à la mi-temps. Et après, retour des vestiaires, il y a Van à la 60e qui a mis un essai. Ça a été transformé. L'essai de Rourou, qui a été vraiment le grand héros de ce match, pardon. Il fait un match formidable, Rourou, le demi-mêlée 20 franchement, il met un doublé, il a été parfait dans la gestion du jeu, il n'y a rien à dire sur son match. Et ça fait vraiment plaisir de le voir, de le voir à un tel niveau, Michael Rourou, l'Australien. Franchement, super prestation de sa part. Et jusqu'à la 72e, on pensait que Yonax avait le match en main, ils allaient gagner, mais du coup il y a cet essai de Michael Rourou à la 80e minute, vraiment sur le gong pour assommer cette équipe de Yonax qui avait vraiment pas besoin de ça pour le coup, parce que ils faisaient une très très belle performance, et c'est vraiment dommage que ça se finisse comme ça pour eux, que ça soit fini comme ça pour jeudi. Et du coup oui, du coup mon top pour ce match est bien entendu Michael Rourou qui a été formidable. Il a été formidable tout au long de la rencontre, il n'y a rien à dire sur son match. Et le joueur que j'ai trouvé un petit peu décevant, c'est le talonneur pardon, de Yonax, Karkadze, qui n'a pas été là où on l'attendait. Pourtant, c'est lui qui met le premier essai de ce match, hein, bien entendu, mais il prend un carton jaune à la 76e, ce qui met Oyonnax dans le mal pour défendre. Et en termes de défensivement parlant, il n'a pas été là tout le match, là où on l'attendait en fait. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment dommage qu'il fasse ça en fait, parce que c'est un très très bon joueur qui a des qualités indéniables, pardon. C'est vraiment un Géorgien, et les Géorgiens dans le rugby qui ont pris une autre dimension ces derniers temps. Il y a énormément de Géorgiens qui évoluent en France, et des très bons Géorgiens, notamment Ninashvili à La Rochelle, ancien Lyonnais, qui fait franchement, il fait des ravages avec La Rochelle, Ninashvili, hein. Donc c'est pour ça. Coco, je vais te demander un truc. Tu regarderas si tu peux pas créer un sondage à un moment, parce que j'aurais besoin peut-être d'un sondage à un moment. Si tu peux regarder comment on fait, s'il te plaît. Voilà. Et du coup, on va passer sans plus tarder au prochain match du week-end. Alors,
Prochain match, c'était Aurillac-Valence, qui a été un match là aussi extrêmement serré, je trouve. Franchement, c'est des matchs. Mais la Pro D2 de toute façon, comme je l'avais dit la dernière fois, la Pro D2 est un championnat extrêmement sous-coté. Et on se rend pas compte de tous les matchs magnifiques qu'il y a. Et Aurillac-Valence et Oyonnax Van en font littéralement partie. C'est des matchs à suspense. Et, et je cesserai de le dire, mais la Pro D2 n'a pas la notoriété qu'elle mérite d'avoir. Honnêtement, elle mérite bien plus de notoriété que ce qu'elle a actuellement. Et c'est très très dommage parce que c'est un championnat merveilleux. Il se passe des dingueries tous les week-ends. C'est vraiment exceptionnel comme championnat. Et je trouve ça vraiment dommage de le négliger à ce point en fait. Parce qu'il est énormément négligé et c'est très très dommage. Bon, du coup, sans plus tarder, on va parler de ce match Aurillac-Valence. Ah non, ça va pas. Qui a été vraiment un match formidable. Et du coup, alors ça a commencé à la 14e minute grâce à un essai de. Grâce à un essai pardon. Il y a d'abord un essai à la 7e minute de Thomas Rosière. Après, il y a eu Abzalanze qui a répondu par une pénalité. Après, il y a eu un essai de Tisson à la 20e minute pour remettre un petit peu Aurillac dans le coup. Et ça s'est plutôt bien passé. Après, Valence qui a essayé de contre-attaquer après les deux essais coup sur coup d'Aurillac. Mais après, Aurillac a montré sa supériorité. Hein. Il n'y a eu que des pénalités côté Valence qui a essayé de recoller au score. Mais Aurillac bien trop réaliste dans ce match. Au fait, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont juste été impérial tout le long de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus, honnêtement ils sont formidables. Ils sont formidables. Ces Aurillacois, je trouve vraiment que je trouve vraiment bon, très très bon quand ils le veulent, honnêtement. Mais des fois, il leur manque un petit peu de justesse, de tact dans le dernier geste. Et je trouve ça extrêmement dommage que ça se passe ainsi pour les Aurillacois dans ce championnat. Et ils méritent plus enfin, il faut qu'ils arrivent à progresser. Et franchement, ils sont sur la bonne voie et ça se voit qu'ils en veulent, qu'ils veulent progresser. Et je pense que ça va pas tarder à payer, mais pas encore cette saison. Il leur faut une saison de plus pour pouvoir bien se développer et devenir meilleur qu'actuellement. Après le second match de ce vendredi soir, c'était Mont-de-Marsan-Brive. Mont-de-Marsan qui retrouve des couleurs. Mais bon, ça reste une équipe de brévistes qui était malheureusement pas au niveau auquel on attendait. Brive, comme je disais la semaine dernière, trop peu juste. Il leur manque quelque chose et pour moi, c'est vraiment pas pour cette saison la montée en top 14. Le retour tant attendu de Brive en top 14, c'est vraiment pas pour cette année et même pas pour la saison prochaine, je pense. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre 2-3 ans pour vraiment que Brive retrouve un bon niveau et qu'elle ait l'étoffe en fait, tout simplement d'une grande équipe et d'une équipe capable de disputer un tel championnat justement que le top 14 tout simplement. Alors, et du coup, côté score, ça a été littéralement quel avantage en fait
de cette équipe de Mont-de-Marsan, avec des intervalles par l'intervalle de Laclos, pardon, qui a été exceptionnel au pied. Il y a eu un essai de Nardi transformé par Laclos, doublé même de Nardi, et un 100% au pied de Laclos qui a été superbe toute la rencontre. Et côté Brévis, c'est juste une pénalité de Chiloc. Et le joueur vraiment que j'ai trouvé exceptionnel sur cette rencontre, hein, c'est Laclos, le demi d'ouverture Montalbanais. Montalbanais, pardon, qu'est-ce que je raconte, je me suis remis les pinceaux, pardon. Le demi d'ouverture montois, qui a été vraiment parfait dans sa gestion du jeu, son jeu au pied exceptionnel, hein, il a vraiment l'étoffe d'un grand joueur pour moi, et il mérite plus que ce qu'il a actuellement, Laclos. Honnêtement, jeune demi d'ouverture, hein, jeune demi d'ouverture français, à seulement 22 ans. Et pourtant, il porte cette équipe montoise, honnêtement. À seulement 22 ans, c'est très très crédible, hein, ce qu'il nous sort avec Mont-de-Marsan. Et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très 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 fort. Et, euh, et ça, c'est très très bon. Et on va passer du coup à cette troisième rencontre, Agen-Nevers. Bon là, les Agen, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, à part ils ont tout simplement terrassé Nevers, hein. Là, franchement, il y a pas d'autre mot. C'est une rencontre, mais à sens unique. Vraiment, là, il n'y aurait même pas besoin de détailler, franchement, c'est juste. Il n'y avait qu'une équipe en fait sur le terrain, tout simplement. Par contre, énormément de cartons rouges, hein. Deux cartons rouges distribués dans ce match. Un à Ramoka à la 24e et un côté Agen, et un à Mahafou côté Nevers. Énormément d'essais, du coup, côté Agen, on est sur 7 essais. 7 essais inscrits par Agen. Ramoka, avant de prendre son rouge, il a inscrit un essai. Après, il y a Marlins, Socino, Malakayengo, Seriesol, Marlins et Etcheverry, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Il fait un super match sur son côté gauche, tout comme l'ailier droit Marlins avec son doublé, j'ai vraiment trouvé très très bon. Et ce qui est dommage côté Nevers en fait, c'est qu'ils font une superbe entame de match. Il y a un magnifique essai de Jules Bousquet, l'ancien Clermontois, et c'est dommage parce qu'ils font une superbe entrée en match, et après bah, c'est plus du tout la même équipe. Ils sont terrassés sur tous les points de vue physiques, psychologiques. Ils n'ont vraiment pas été au rendez-vous sur cette deuxième partie de rencontre, et c'est dommage. Alors, du coup, pour la prochaine rencontre, on est sur Carcassonne-Provence. Provence qui enchaîne 4 victoires d'affilée. Et Provence, là, c'est vraiment du très très lourd, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette équipe. Tellement elle est merveilleuse, en fait, cette équipe de Provence. Vraiment, moi, je prends vraiment du réel plaisir à la regarder, cette équipe. Et elle est tellement, tellement forte, tellement. On, franchement, on la sent bien la montée pour eux. Et je pense sérieusement que ça va arriver cette saison. Ça, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est soit Vannes, soit Provence, soit les deux de toute façon. Mais vu en ce moment la dynamique de l'USAP, je pense pas qu'ils vont être relégués. Ok, merci Coco. Attends, super. Super, super, merci. Du coup, mais tu l'envoies sur quoi Tu l'as envoyé sur quoi
Alors, attendez. Et du coup, alors côté Carcassonne, on s'est fait secouer dès le début du match, hein, avec cet essai, pardon, avec cet essai de Casanave, qui fait le demi de mêlée, qui fait une superbe entrée en match. Ok, merci, merci Coco. Qui après transforme son essai. Derrière, il y a l'essai de Tao Fifenoa. Après, il y a la transformation de McPhillips, du coup. Et après, Provence déroule, hein. Provence déroule, 26e pénalité de Casaneva, 32e pénalité, 45e essai de Bouyedger que j'ai vraiment trouvé merveilleux sur cette rencontre. Et 50e essai de Pifiletti qui va être les derniers points inscrits par Provence. Et après, Carcassonne tente de revenir dans ce match, mais Provence est sur un petit nuage en ce moment en fait. Il n'y a rien à faire, ils sont beaucoup trop forts. Et, et du coup, et bah, ça se profile plutôt bien. Et je pense vraiment que ça va leur profiter. Ça, et il faut qu'ils continuent comme ça, Provence, parce que c'est merveilleux ce qu'ils proposent depuis le début de la saison. Et faut pas qu'ils lâchent. Et ils sont deuxième de cette Pro D2 derrière Van, et ça prouve qu'ils méritent leur place en fait, et ils mériteraient même un petit peu plus, ils mériteraient d'être premiers, je pense. Mais bon, ça c'est un autre débat et je ne vais pas entrer là-dessus. Prochain match, Béziers-Dax, un match très serré, à petit score. Mais très très beau match malgré tout, hein. Après, il y avait le temps était pas fou. Le temps était pas fou, c'était des conditions météorologiques vraiment, vraiment pas très très bonnes. Et c'est Dax, hein, qui va ouvrir le score à la 15e minute par l'intervalle du pied de Cerisier. Après, il va avoir un essai de Courteau côté Béziers à la 21e qui va être transformé par Max. Et après, il va avoir une autre pénalité, il va avoir une pénalité pardon, à la 28e minute de Marx. Il va du coup le ramener à 10 points. Il y a Dax qui tente de revenir dans ce match avec le pied de Cerisier à la 56e minute qui va passer cette pénalité 10 à 6. Mais Dax, trop imprécis, ils vont pas réussir à aller chercher cet essai ou deux autres pénalités pour revenir dans ce match, et c'est dommage. C'est Cerisier que j'ai vraiment trouvé super dans cette rencontre. Il fait un 100% au pied, en 2 sur 2 certes, mais il a tenté d'amener ses troupes vers la victoire, de pousser à amener quelque chose, mais il a vraiment fait preuve d'un énorme leadership, et ça, je trouve ça vraiment impressionnant de sa part. Et ça prouve que c'est un très très bon joueur. Il faut qu'il continue comme ça, tout simplement. Voilà. Du coup, Colomiers Soyons Angoulême, bon bah comme vous le voyez, le score est salé, hein. 42-0, Soyons Angoulême, qui a pas eu de place, hein, dans cette rencontre, honnêtement. Et puis trop de fautes, hein. Ça commence dès la 13e minute avec un carton jaune d'Arnold, 60e minute carton jaune de Mélier, 69e minute carton jaune de Mahou, et 76e carton rouge de Matou, que j'avais vraiment trouvé exceptionnel la saison dernière, mais là c'est pas ça du tout, hein. Et du coup bah après Colomiers qui déroule, hein. 14e, 22e, 33e, 66e, 74e et 78e. Théo Giral, j'ai vraiment trouvé excellent, hein. Il fait un 100% au pied. L'ancien Clermontois, Théo Giral. Et franchement, il a été superbe. Et je pense que oui, pour moi, c'est le joueur de cette rencontre. Et il a vraiment fait un super match. Il faut qu'il continue de progresser parce que c'est un joueur qui a un talent énorme. Et il faut qu'il arrive à le prouver qu'il peut changer des trucs, qu'il peut amener
qui peut amener ce vent frais sur Colomiers et progresser plus et pourquoi pas le revoir en top 14 d'ici très peu de temps, ça serait vraiment cool. Par contre, le joueur que j'ai vraiment pas trouvé bon, bah, c'est Matou, par contre, cette fois-ci, le talonneur d'Angoulême, qui a déjà pris le carton rouge et même en défense, il faisait beaucoup trop de fautes tout le long du match et c'est bête parce que c'est un superbe joueur et voilà. Et du coup, cette dernière rencontre de Pro D2, Biarritz-Grenoble, qui a été un match très bon. Grenoblois qui ont tenté, hein, ils ont tenté, mais euh, pas assez précis pour déjouer le Biarritz Olympique qui a vraiment délivré une super prestation. Et, euh, et du coup, alors, décryptant cette rencontre, du coup, Grenoble qui a pourtant ouvert le score hein, à la 10e minute grâce à cette pénalité de Navizé. À la 12e minute, il y a un essai de Haseb pour donner l'avantage à Biarritz. Pas transformé l'essai. À la 18e minute, il y a une pénalité de Selponi. Il y a un essai de Hardwick pour Grenoble à la 36e minute. Après, rien jusqu'à la 53e minute et une pénalité de Retière. Essai de Sonzogoni à la 58e pour Biarritz, qui est transformé par Retière. Après, il y a un essai de Sonzogoni à la 63e minute. Et il y a Rasaku qui va mettre un superbe essai pour Grenoble pour tenter de les faire revenir dans ce match, mais ils vont pas réussir. Trouillou qui transforme, mais à la 80e minute, pour vraiment sceller ce match, il y a une pénalité de Retière. Et le match est fini sur ce score de 25-15 en faveur de Biarritz qui a bien fait, vraiment. Ils ont tout bien fait dans ce match et c'est cool de les voir jouer un superbe niveau comme ça. Et je pense sérieusement que ça peut durer. Biarritz qui veut montrer qu'ils ont des ambitions. J'ai pas reçu Coco le truc sur Snap. Je sais pas. J'ai pas reçu. Et du coup, voilà. Du coup, on va passer à tous les résultats du week-end du top 14 cette fois-ci. Alors, commencer par Montpellier Stade Français. C'est triste hein, pour les Parisiens là. Parce que c'est dommage, parce que cette équipe elle est exceptionnelle. Hein. C'est l'équipe qui marque le plus de points à l'extérieur, mais là ils se sont fait rouler dessus, des Montpelliérains beaucoup trop réalistes en fait. Ils ont été exceptionnels les Montpelliérains. Et il y a mon joueur du week-end dans ce match, Stuart Hogg, que j'ai vraiment trouvé superbe. Un essai en slow magnifique. Une passe décisive au pied pour Moustine. Franchement, il a été exceptionnel et c'est vraiment beau de voir Montpellier jouer comme ça, même si franchement le Stade Français, ils le savent qu'ils n'ont pas été bons comme comme Paul Gustard l'a dit. Il a dit que c'était catastrophique ce match, mais il a dit que c'était qu'un match. Ils vont se concentrer sur la réception du Stade Toulousain dans 2 semaines et on sait très bien que cette équipe est capable du mieux et je ne m'inquiète en aucun cas pour eux concernant la réception de Toulouse. Et du coup, pour ce match, il y a eu une pénalité de Miotti à la 19e, un essai de Agnan à la 24e minute, transformation de Miotti, après cadeau à la 31e, Moustine à la 45e, Stuart Hogg du coup à la 51e, Pritché à la 59e, Miotti à la 59e qui transforme du coup, et Vonipola à la 80e pour sceller le match. Et côté du Stade Français, il y a eu un essai d'Irigoyen, mais ils sont pas bons. Et le joueur que j'ai trouvé très décevant côté Stade Français, malheureusement c'est Léo Barré. Léo Barré défensivement. Non, pardon, pas Léo Barré, Joe Marchant. Joe Marchant que j'ai vraiment pas trouvé bon du tout.
Défensivement, il se fait avoir. Et c'est triste hein, parce que c'est un très très bon joueur, très très bon ailier droit. Et c'est dommage qu'il se fasse secouer comme ça, défensivement et offensivement parlant, alors que normalement il a des qualités exceptionnelles. Mais là, de toute façon, toute l'équipe du Stade Français n'y était pas. Le Stade Français est beaucoup trop réaliste pour. Montpellier est beaucoup trop réaliste pour le Stade Français, pardon. Alors, le deuxième rencontre, Castres-Clermont. Castres qui s'impose de peu face aux Clermontois. Des Clermontois vraiment très très bons. Mais il leur manque encore quelque chose défensivement parlant. Et il y a beaucoup trop de fautes. Il y a beaucoup trop de fautes pour les Clermontois encore une fois. Et ça je trouve ça très très dommage de faire autant de fautes côté Clermontois. Parce que cette équipe elle a du talent mais c'est dommage. Après côté du score, il y a eu pénalité de Poplin à la 10e minute qui a été répondue par une pénalité de Plumeur. Après il y a un essai de Chabouni à la 19e, pas transformé par Poplin. Par contre Poplin va mettre une pénalité à 25e. Et après il y a cet essai de Bautista Delgui à la 40e minute. On le trouvait excellent sur cette rencontre. Bautista Delgui, malgré qu'il a été un petit peu secoué. Mais un joueur que j'ai vraiment trouvé excellent, malgré qu'il s'est fait lui aussi secouer sur les contacts, c'est Alex Newsom. Il a pris tous les ballons en l'air. Il fait un 100% aérien, donc franchement il fait un super match. Et voilà, et ça c'est dommage qu'il soit pas récompensé par tous ses efforts. C'est triste. C'est très très triste qu'il soit pas récompensé comme il se doit, Alex Newsom. Du coup, côté score après. Du coup, après, ça a déroulé côté Castré. Hein. À part Plumeur en début de seconde période qui arrive à faire prendre l'avantage à Clermont à la 48e, mais après Fernandez, 51e sur une mêlée qui va mettre dans le vent Joris Jurand. La transformation de Fernandez, pénalité de Fernandez à la 60e minute, pénalité de Plumeur pour répondre à la 69e minute, pour revenir dans le match. Et sur un mauvais lancer de Fourcade qui est contré. Good guy à la 79e minute qui inscrit cet essai pour sceller la rencontre. Après, clairement, la 80e minute va aller mettre un essai pour aller chercher le bonus défensif à l'intervalle de Dzmanashvili. Et le joueur que j'ai trouvé décevant, j'en ai trouvé deux décevants en fait, c'est Bernabé Massa et Etienne Fourcade, les deux talonneurs qui n'ont pas été bons. Clermont, on le sait très bien, son avantage c'est les ballons portés, les touches, mais là ça a été un désavantage en fait. C'était un énorme désavantage. Les Castrés qui ont pris quasiment tous les ballons sur la touche, donc c'est vraiment dommage d'avoir gaspillé autant de munitions côté Clermontois, et surtout qu'il y a une munition en fait à la 79e qui est gâchée, parce que Clermont peut l'emporter, mais Etienne Fourcade qui assure pas son lancer, et puis voilà. Tout simplement le manque de réalisme en fait côté Clermontois, et c'est triste. Après, la prochaine rencontre, c'est Montauban-Bordeaux-Bègles. Montauban qui s'est battu, hein. Il se fait son donner quand même face aux champions d'Europe, mais Bordeaux trop réaliste et trop de fautes côté Montalbanais. Hein. Un carton jaune et un carton rouge encaissé par Pomponio à la 24e minute et à Quercy à la 62e minute, le carton rouge. Et à côté Bordeaux, il y a eu deux cartons jaunes, c'est Hugo Boniface à la 24e et à la 66e, Matteo Gazzotti. Et du coup, côté Montalbanais, ça commence bien. Hein. Quand même, il y a cette pénalité de Bosviel à la 4e minute. Après, il y a un essai de Cameron Wookie à la 11e minute, transformé par Carberry. Pénalité de Bosviel à la 37e minute, qui tente de faire revenir ses coéquipiers dans le match. Et trop réaliste, Bordeaux, beaucoup trop réaliste. Essai à la 50e de Buros. Essai de Mathieu à la 59e minute. Et après, Montauban qui tente sur un dernier élan
pourquoi pas revenir dans ce match, au moins aller chercher un bonus défensif face à Bordeaux, ce serait exceptionnel pour eux. Essaie du coup de Mourouad à la 79e minute, mais derrière Bordeaux qui punit et qui va inscrire cet essai pour aller chercher le bonus offensif par l'intervalle de Poirot. Et du coup ça fait 16 à 31 pour Bordeaux, et c'est triste côté Montalbanais qui est bloqué à 16 points, tout simplement 16 points, 7 points pardon, tout en bas du classement, et c'est vraiment très très dur pour eux de continuer sur cette lancée. Le joueur que j'ai vraiment trouvé bon sur cette rencontre, c'est Carberry, demi d'ouverture bordelais, en l'absence de Mathieu Jalibert, et franchement c'est très très bien joué. C'est une très très belle partie de sa part. Et du coup voilà. Et par exemple, le joueur que j'ai trouvé décevant, le centre, le premier centre, John Thomas Jackson, le sud-africain, côté Montalban. Et du coup, pour la prochaine rencontre, La Rochelle-Lyon. Bon, les Rochelais, on les sentait émus, je pense. Vous savez, suite à l'affreuse nouvelle de l'arrêt de carrière de Doni Antonio, qui a été un joueur exceptionnel tout au long de sa carrière, et c'est très triste qu'il finisse sa carrière ainsi, parce que tellement que le joueur était exceptionnel, ça fait du mal à tous en fait. Et ça m'émue sérieusement de voir laisser partir ainsi une légende du rugby français. Et du coup, côté Lyon, on a déroulé tout simplement. Essai dégagé à la 4ème de l'or. Après Simons à la 25e minute. À la 29e minute, Ethan Dumortier. Millet à la 37e minute. Il y a un essai de Nashvili à la 39e minute pour essayer de recoller. Concorier aussi à la 42e minute. Souteni à la 45e minute. Pour vraiment, on sent la révolte. On sent la révolte côté Rochelet. Après, il y a essai de Jack Noel à la 59e minute. Mais après, du Tavanicolo à la 74e minute, qui va récupérer ce ballon et lancer complètement une contre-attaque fulgurante. Et Méliandre après transformation et pénalité de Méliandre à la 80e minute. Cet essai de Vanicolo, c'est justement, il fait partie des essais que j'hésite pour l'essai de cette journée de top 14, avec un autre que je vais parler après pour la prochaine rencontre, et que du coup que je montrerai après en même temps du top essai du week-end de Pro D2 pour moi. Et cette rencontre Racing 92 Perpignan, que j'ai vraiment trouvé excellente. Pour moi, c'est la plus belle rencontre de ce week-end. Elle a été vraiment merveilleuse. Déjà, il y a eu énormément de cartons distribués. Carboneux côté Racing à la 15e, Taufinois à 22e, et Tussova qui prend un carton rouge. Et côté Perpignanais, on se concentrera d'un carton jaune de Pozzolo Tulagi à la 55e minute. Par contre, côté Racing, du coup, on commence par un essai directement à la 3e minute de Tariq, transformé. Essai de James à la 5e minute, qui est également transformé. Perpignan qui tente de revenir avec un essai de Chinaro. La 22e minute, ils vont même prendre un essai de pénalité. Deux pénalités coup sur coup inscrits par Gibert à la 25e et 28e. Après, retour des vestiaires, Hugo Reus qui passe une pénalité. Mais après, le Racing là qui va dérouler. 56e, 56e, 61e, 66e, 66e. Et après, on sent le match relancé. Il y a eu justement cet essai exceptionnel de Joseph, qui fait partie du coup des essais avec lesquels j'hésite, et de Chinaro. Vraiment un essai merveilleux inscrit par Perpignan. Et on sent que cette équipe perpignanaise reprend des couleurs et il mérite d'aller plus loin et de se maintenir en fait. Et du coup, le joueur que j'ai vraiment trouvé exceptionnel sur cette rencontre, du coup, c'est Jefferson Joseph, l'ailier droit
Perpignanais, et Pessiliato qui fait une superbe entrée défensivement et dans les contacts et tout, il a été exceptionnel comme d'habitude. Et par contre, le joueur que j'ai trouvé décevant, du coup, c'est Joshua Tussova, hein, qui prend le carton rouge, et le carton rouge, qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que l'action est sifflée, il va quand même attraper le joueur au cou. Logique, il prend le carton rouge. Et c'est décevant pour un joueur d'une telle classe qui est Joshua Tussova. Mais bon, ça arrive à tous d'avoir des moments de folie. Et du coup, pour la rencontre du samedi soir, c'était Toulouse-Bayonne. Toulouse qui s'impose à un AS Vallon 31-10. Bayonne qui avait des intentions, mais pas assez pour contrarier le champion de France en titre. Valentin Delpy qui de retour de son prêt, qui va inscrire une pénalité à 16e minute. Joris Second qui répond. Ça fait 3-3 à la mi-temps, et au retour des vestiaires, il y a un essai de Teddy Thomas et transformation de Valentin Delpy derrière. Pierre-Louis Barassi à la 60e minute. Paul Graou à 67e minute. Paul Coste à la 70e minute. Et après Tam Spring qui répond pour Bayonne à la 70e minute, à 78e minute, transformé par Joris Second, mais ça va pas suffire. Toulousain qui ont déroulé tout simplement en seconde période, et qui prouvent à quel point ils sont supérieurs, tout simplement. Le joueur que j'ai vraiment trouvé excellent, c'est Valentin Delpy qui était de retour de prêt, parce que Romain Tamac est blessé tout simplement, et Ramos ne peut plus couvrir le poste d'arrière, le poste de demi d'ouverture, parce qu'il est sélectionné avec l'équipe de France. Donc il peut plus couvrir le poste de demi d'ouverture, et il faut glisser Kinghorn en fait à l'arrière. Les Toulousains, comme c'est le poste de prédilection de Thomas Ramos, et Australien Thomas Ramos peut jouer aussi demi d'ouverture, mais là du coup ils n'avaient plus de demi d'ouverture en stock, obligé de rappeler Valentin Delpy, qui a fait une superbe rencontre d'après moi. Et par contre, le joueur que j'ai trouvé décevant, c'est Arnaud Erwin Teagaray, l'ailier gauche de l'Aveyron Bayonnais, qui n'a pas été très très bon, et c'est dommage parce que c'est un très très bon joueur. Bon, passons à la rencontre suivante, pardon. Pau-Toulon. Pau-Toulon qui a été un super match, mais Pau magnifique, hein. Vraiment, cette équipe de la section paloise, elle est excellente, hein. Pourtant, Gabin Villiers qui a ouvert le score à la 8e minute côté toulonnais, sur un superbe exploit de sa part. Par contre, après, c'est blackout, hein, pour Toulon, qui vont s'en prendre plein à la tête, hein. Despérez à la 31e minute qui passe une pénalité. Il en repasse une autre à la 40e minute avant la mi-temps. Essai de Montoya à la 50e minute, international argentin, qui va même inscrire son doublé. Desper qui transforme. Il va avoir du coup le doublé de Montoya à la 57e minute, transformation de Desper. Luc à la 59e minute qui va inscrire cet essai. Desper qui transforme. Après il y a un essai de Thomas Albornoz et transformation de Melville Jaminet. Mais après il y a un autre essai de Delomel à la 80e minute. Franchement, Pau merveilleux. Il n'y a rien à dire sur eux. Et le joueur que j'ai vraiment trouvé exceptionnel sur cette rencontre, c'est Desper. C'est Desper, le demi d'ouverture palois. Et par contre, le joueur au contraire m'a déçu, c'est Saint-Zel, le premier centre du RCT. J'ai vraiment pas trouvé fou du tout en fait. Il a été décevant, et c'est dommage parce que c'est un très très bon joueur qui a un leadership superbe, et ça n'aura pas suffi à contrecarrer Pau qui veut vraiment se confirmer en tant que dauphin du Stade Toulousain. Bon, passons du coup à l'essai de la journée de Pro D2 d'après moi, et après on parlera de cette liste du 15 de France
douteuse soit-elle. Non, je me suis trompé. Hop là. Alors, du coup, pour cet essai, on est sur un essai du coup de Maëlan Rabu, côté Oyonnax. Un essai merveilleux. Attendez, pardon. Je suis en... Attendez. Ouais, on va se calmer. Hop là. Du coup, ça part d'un rock et d'une superbe schistera. Et après, il y a le show de petit coup de pied rasant et derrière, ça s'est récupéré. Et après, il va y avoir une récupération du d'ouverture qui va transmettre. Et ça va faire un super essai collectif de Yonax que bah, j'ai trouvé vraiment très très bon au Yonax. Du coup, malgré leur défaite et voilà. Et du coup, l'essai de... Ça c'est quoi? Oh. Désolé, il y a eu un petit problème. Du coup, on va repartir du coup avec cet essai de Stéphanie Joseph. Alors. Il est... Voilà. Du coup, on va voter... c'est pas... vous allez m'écrire dans le chat celui-là que vous préférez. Lui, ça sera 1. Lui, ça sera 1 et l'autre d'après, ça sera 2. Et vous voterez dans le chat. Voilà. Du coup, ça part d'une contre-attaque de 110 mètres. Hein. 110 mètres, ça accélère hein, côté perpignanais, là. Cette prise d'intervalle, tout simplement merveilleuse. Ça va transmettre à Jefferson Joseph qui va accélérer, qui va déposer son vis-à-vis et qui va l'inscrire cet essai. Mais cet essai, mais merveilleux. Merveilleux essai de Jefferson Lee Joseph. Du coup, retenez bien cet essai. Du coup, lui, c'est 1. Et on va passer au deuxième essai, c'est lui. Lui, ça sera 2 du coup. Et vous voterez dans le chat celui que vous préférez. Et là, c'est vraiment un exploit collectif hein, de la part de Jutava Nicolo. On sait, le Fidjien exceptionnel. Hein. Là, il regarde, il récupère ce ballon. Il contourne tout. Petit coup de pied rasant. Il accélère. Il accélère. Il dépose tout le monde. Après, il prolonge au pied et c'est merveilleux. C'est de l'art. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est tout simplement merveilleux de la part de Jutava Nicolo ce qu'il nous propose depuis le début de cette saison. C'est vraiment merveilleux. Et faut qu'il continue ainsi parce que il cessera de nous étonner. Du coup, côté classement, on va en parler. On va commencer par le classement de Pro D2. Hop, du coup, bah, Van toujours en tête hein, avec 72 points, 7 points d'avance sur Provence. Du coup, n'hésitez pas à dire hein, celui-là que vous préférez dans le chat comme essai. Vous mettez 1 ou 2 et du coup, bah, on y verra le vainqueur par la suite. 1 ou 2 du coup pour voter par rapport à l'essai de ce week-end. Du coup, Van 72 points, Provence 65 points, Colomiers qui colle au basket de Provence avec 64 points. Après, ça fait un petit écart hein, quand même avec Valence 57 points, Oyonnax 50 points qui est espacé de 7 points, tout comme en haut du tableau Provence et Van. Brive qui reste 6ème dans le wagon. Agen 43 points, Aurillac 41 points, Nevers 39 points, Grenoble 37 points qui a perdu une place encore une fois et Grenoble ça commence vraiment à devenir dur là. Ouais, c'est très très triste. Soyez-Angoulême 36 points, Biarritz 35 points, Béziers 30 points, Stade Montois 28 points et Dax dernier 22 points. C'est très très dur là.
pour... Salut Andy, ça va? Il débarque comme ça, tranquille. Ouais, ça va, ça va. Bah là, on est en train de décortiquer le classement de cette Pro D2. Si tu... Ah, bah attends, si tu veux, je vais remontrer les deux essais du week-end en top 14. Et tu voteras. Attends, on va commencer par le 1. Du coup, le 1, tu mettras... c'est lequel c'est? Attends, 5 secondes, je le trouve. Attends. Hop. Du coup, tu voteras. Lui c'est 1 pour voter. Donc tu votes, tu mets 1 dans les commentaires. Si tu penses que c'est lui, d'après toi. Parce qu'en fait, j'arrive pas à me décider entre les deux. Et c'est vraiment des essais tous autant merveilleux les uns que les autres, tu verras. Donc là, il y a récupération, transmis parfaitement. L'accélération de l'ailier gauche Perpignanais qui va retrouver Jefferson Lee Joseph et qui va déposer complètement l'arrière Racingman et qui va inscrire cet essai tout simplement merveilleux de 110 mètres. Et du coup, le 2, c'est lui. Alors attends 5 secondes. C'est lui. L'essai de Jutta Vanicolo. Le Fidjien. Du coup, ça part d'une récupération de sa part après un ruck. Merveilleux. Hein. De toute façon, on connaît cette qualité de, de vitesse, de sprint. Il est merveilleux ce joueur. Il cesse de m'émerveiller, moi, Jutta Vanicolo. Et. Ah non, mais. Oh, pardon. Oh, pardon, on dit. Oh là là, mais je suis bête, hein, quoi. Oh là là. Alors, attends. Non, on va peut-être faire comme ça. Du coup, on va refaire. Oh là là. Du coup, c'était c'est là que je disais, Jefferson Joseph. Hum, Et il a été. Là, ça part d'une contre-attaque merveilleuse. Hein. Euh, il dépose tout le monde, son vis-à-vis. Oh non, il va m'aider à rien, mais c'est juste pour avoir votre avis en fait. C'est tout parce que j'arrive pas à me décider en fait entre les deux et du coup j'aimerais bien savoir lequel vous préférez. Du coup il y a cet essai de Jefferson Lee Joseph et, euh, et on va regarder le deuxième. Du coup tu mettras deux si tu préfères lui. Euh, Lui aussi il est merveilleux. Lui c'est vraiment exploit solo. De la part de Jutta Vanicolo là qui prolonge au pied. Qui dépose tout le monde en fait, par cette qualité de sprinter exceptionnelle qu'il a, et il prolonge au pied, et puis il va aller finir dans le but. Voilà, un essai vraiment merveilleux. Bon, c'est pas grave pour le sondage, j'y arrive pas, j'y ferai pour le prochain
pour la prochaine émission. C'est pas grave. 2-2-2. Ok. Bah carré. Bah du coup, quelqu'un d'autre veut voter ou pas dans le chat là C'est maintenant ou jamais pour voter, comme vous voulez. Hein? Hein, Coco? Il y a quelqu'un d'autre ou pas Non, je crois qu'il n'y a personne d'autre sur le live. Donc c'est pas grave. Bon, bah, du coup, ça sera un match nul. Moi, honnêtement, j'ai vraiment pas de préférence. Les deux, je les trouve. Je les trouve merveilleux, les deux, honnêtement. Il n'y a rien à dire, hein. Les deux sont d'une telle classe. Si on préfère les actions solo, le 2 est exceptionnel. Mais collectivement parlant, le 1 est tout simplement merveilleux. Bon, du coup, on a fait le point top 14, on a fait le point Pro D2, pardon. On va faire le point top 14 maintenant. Alors, du coup, ce classement du top 14. On est sur Toulouse 1er, Pau 2e, Bordeaux 3e, qui a pris la place de Stade Français qui est passé à la 5e place, Montpellier est passé 4e, Toulon 6e, Castres 7e, 8e Clermont qui a descendu de 3 places suite à cette défaite à Castres. Ah, salut Noam, ça va? Alors, mets-toi bien, hein, tranquille, tu te poses là, tu prends un truc à boire. On est en train de décrypter le classement du top 14. Là, et on va... bah tiens, ouais ça va. Bah tiens, tu sais quoi? On avait besoin d'un dernier vote pour un truc. Donc tu vas me dire, toi tu préfères quoi? Après on décryptera le classement du top 14 et on parlera de la compo de l'équipe de France pour demain. Alors, du coup, lui tu votes 2 si tu penses que c'est lui, et après je te montre, le premier essai de Jefferson Lee Joseph, et tu me diras lequel tu préfères entre les deux. Donc là, Jutta Van Nicolo, c'est vraiment un essai très très solo, mais un essai merveilleux. Il part là, il contourne toute la défense, il tape au pied, il voit le petit espace, il y a personne en couverture, et du coup après il prend tout le monde de vitesse et il prolonge au pied merveilleusement. Merveilleusement fait de sa part, et il va inscrire cet essai tout simplement exceptionnel. Il n'y a rien à dire d'autre sur ses qualités de sprinter qu'a le Fidjien, et ça prouve vraiment qu'il veut confirmer son statut de meilleur marqueur d'essai. Et du coup pour le premier essai, lui du coup tu voteras 1 si tu préfères lui, et on aura notre vainqueur, parce que là toujours pas notre vainqueur là. Du coup, ça part d'une contre-attaque perpignanaise. Là, on voit l'accélération de l'ailier gauche perpignanais qui va retrouver son collègue Jefferson Joseph. Ah, à plus Coco, bonne soirée. Et du coup, bonne soirée mon frère. Et du coup, il y a Jutta, voilà, petit essai magnifique de Jefferson Joseph qui, franchement, et ça part d'une contre-attaque de 110 mètres, tout simplement merveilleuse. Et il a déposé l'arrière Racing Man. Perpignan? Ok. Perpignan plus. Bon bah du coup on a notre vainqueur, Jefferson Lee Joseph, qui gagne officiellement le trophée de meilleur marqueur du plus bel essai du week-end d'après mon stream. Du coup, alors, côté classement, bah, Toulouse qui fait vraiment un écart avec les autres, Pau qui écarte le 3ème place aussi, Stade Français qui s'est un petit peu relâché du coup suite à cette défaite contre les Montpelliérains. Toulon passe 6ème, Castres 7ème,
Clermont 8ème suite à cette défaite face au Castres Olympique justement. Égalité de points entre Castres, Clermont et le Racing qui se collent. La Rochelle, Bayonne pas très loin derrière et même Lyon qui suite à cette victoire justement à La Rochelle je vais vite mais pas maintenant t'as quel but. Ok, bah, de toute façon non mais de toute façon là il me reste encore pas mal de choses à dire donc je pense que je suis là jusqu'à 19h45 en vrai. Parce qu'en plus, il faut que je gagne la validation Twitch pour avoir plus de notoriété et tout. Donc j'essaye de maximiser un petit peu plus le live. Parce que j'ai envie de gagner de la visibilité pour pouvoir étendre ma passion à plus grand nombre de gens. Et du coup, ce classement, ouais, qui est vraiment très très serré. On est vraiment sur des top 14 très serrés. Par contre, en bas, bon, bah ça va être la lutte. Mais bon, Perpignan qui a réussi à faire un petit écart. Et surtout en ce moment, Perpignan et Impérial. Donc ils sont vraiment sur une bonne lancée. Ils sont en train de revenir. Malgré cette défaite de peu au Racing. Ils tentent de revenir, on sent qu'ils ont les capacités nécessaires pour revenir et voilà. Et du coup ça sera tout pour ce classement du top 14. Moi du coup là on va parler avant de parler de l'équipe de France, on va parler des actualités mercato. Alors, pas là. Voilà, c'est là. Alors, on va commencer les actualités mercato. N'hésitez pas à parler dans le chat, Noam et Andy. Hein. Mettez-vous bien, tranquille. De toute façon, je réponds. De toute façon, il n'y a que vous sur le live. Donc, franchement, n'hésitez pas à interagir. Hein. N'hésitez pas à interagir si vous voulez. Comme ça, il y a du dialogue et tout. Et moi, je peux un petit peu plus animer l'émission. Du coup, il y a cette prolongation jusqu'en 2029 de Richie Watt avec Pau. Après, il y a ce transfert officiel de Brydon Enor à Perpignan, le centre international néo-zélandais. Il y a du coup, malheureusement, cette annonce. Ouais, on s'appelle ce soir, ça fait un moment d'ailleurs. Bah, si tu veux, on se fait ça, pourquoi pas. Et du coup, Uli Antonio, comme je disais, j'ai pas vraiment fait d'hommage parce que j'ai pas préparé ça. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu à l'improviste. Et franchement, je voulais dire déjà tout mon soutien à sa famille, pardon, parce que c'est vraiment pas facile. Tellement que le joueur était exceptionnel, ça nous a tous fait du mal de le voir prendre sa retraite. Et on espère que ça va aller. On espère que ça va pas trop lui poser de difficultés. Et franchement, c'est une retraite méritée pour toi, Antonio. Tellement que tu as été exceptionnel avec le 15 de France, le Stade Rochelet. On te souhaite vraiment une très bonne retraite et un très grand avenir, je pense, dans le staff du Stade Rochelet ou un très grand avenir autre part. Et sache que tu resteras une légende dans notre cœur à tous, Uli Antonio. On t'aime tous, n'importe quel club que l'on supporte, on est obligé de t'aimer. T'es un joueur tout simplement merveilleux. On se rappelle du moment comique en finale de Champions Cup où tu avais demandé à Emmanuel Macron de faire avancer plus vite ton passeport. C'était vraiment un moment merveilleux, très très drôle aussi. Franchement, prends soin de toi, Uli Antonio. Et vous voulez voir attendez, vas-y, attendez 5 secondes, je cherche.
Euh, alors. Hop. Salut Emmanuel, ça va? Ça va. Tu vas bien? Il faut avancer dans le passeport. Tu fais accélérer un peu le passeport. Allez. Bonne finale. Oui. Très bonne finale. Un... T'es vraiment un joueur... Ouais, mais autant pour moi c'était en finale du top 14, je me suis trompé. Pas en finale du Champions Cup. C'est vraiment un joueur merveilleux sur tous les aspects. Et Union Antonio, vraiment, on te souhaite le meilleur pour la suite et prends soin de toi. Du coup, c'est Joël Sclavi, l'international argentin, qui soi-disant n'aurait plus de club. Il serait sans club. La Rochelle ne voudrait pas le prolonger et aucun joueur ne voudrait le recruter. Donc il serait sans club, donc libre. Et pourquoi pas aller notamment à Clermont, parce que Clermont a des problèmes avec sa première ligne en ce moment, énormément de blessés. Donc si jamais il est libre, nous on prend. Surtout qu'on a énormément d'Argentins et ça nous ferait plaisir d'en avoir un troisième. Allez. Reda Wardi qui signe le Rochelet, qui signe à Montpellier la saison prochaine. Zach Henry, du coup, j'avais fait une publication pour lui. Il s'engage au Newcastle Red Bulls la saison prochaine. Qui du coup il quitte officiellement le Stade Français et j'avais fait une publication sur lui. Et il s'engagera avec Newcastle Red Bulls. Ça me fait énormément de peine parce que c'est un joueur que j'adore et que j'adorais voir jouer au Stade Français. Donc ça me fait énormément de peine de le voir quitter le championnat et on espère qu'il va bien s'épanouir Newcastle Red Bull. Ensuite, il y a James Hall qui prolonge jusqu'en 2028 avec l'USAP. Rabah Slimani, bon c'était que des rumeurs il y a quelques temps quand la publication est sortie, mais hier Rugby Rama a officialisé, Rabah Slimani, l'ancien Clermontois, va officiellement s'engager avec le RCT. Ça me fait énormément de peine. Quand tu as commencé à t'intéresser de fou rugby, j'ai commencé à m'intéresser de fou rugby. Alors, j'ai commencé à en faire à 6 ans, mais suivre les matchs et tout, c'était pas trop mon délire. J'adorais vraiment y jouer. Et je pense que je me suis vraiment commencé à m'intéresser au rugby à partir de mes 8 ans. Ouais, à partir de mes 8 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de fou au rugby. Et voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et du coup, voilà. Du coup, Rabah Slimani, l'ancien Clermontois, qui va s'engager avec le rival de Clermont. C'est un petit peu osé quand même de sa part, mais vas-y, pourquoi pas. Et du coup, côté briviste, il y a soi-disant 2 brivistes qui vont rejoindre le RCT. Kele Taona, du milieu d'ouverture, et le jeune Tana Kele Tanoa, du coup le frère de Lucas, de 18 ans. Ah, merci Noah, merci. Et il va y avoir d'autres nouveautés aussi mercato que je vais aller voir sur cette publication que je vais vous montrer. James Hall, du coup ça on a vu. Du coup c'est Perry Mayo, l'arrière qui va soi-disant qui prolonge avec Lucien Nevers jusqu'en 2029. Il y a Dylan Jaminet qui prolonge jusqu'en 2028 avec Nevers. Léo Drouet, le jeune arrière de 22 ans de Provence Rugby, qui prolonge avec Provence jusqu'en 2029. Ned Anningan qui va arrêter, je pense que ça veut dire prendre sa retraite. Attendez, 5 secondes.
Oui, il arrête sa carrière. Hum, 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 hum. Ouais, ouais, évite, évite, évite. Évite, 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 évite. Évite. Ouais, ouais, ouais. On va éviter ce genre de blague, je pense. Avec tout le respect. Du coup, Ned Hannigan qui prend sa retraite à 30 ans, en troisième ligne de Provence. Il y a Sionet Thui qui va prolonger soi-disant jusqu'en 2028 avec Aix-en-Provence, un joueur que j'adore. Zach Henry, du coup, ça on a vu. Sionet Calamafioni qui va prolonger avec Vannes jusqu'en 2027, le troisième ligne. Sûrement sa dernière saison sûrement sa dernière saison tout. Des rumeurs comme quoi Ewan Berthaud serait sans club à partir de la saison prochaine, se disant que Florent Guillon de 32 ans va prolonger avec le SU Agen jusqu'en 2027. Pareil, rumeur de Mamouka Stuani jusqu'en 2020, qui irait à Colomiers pour la saison prochaine et qui signerait jusqu'en 2028. Thomas Gallo de l'international italien qui devrait s'engager au Loup, soi-disant. Opetiello, le pilier droit des Spears, qui devrait s'engager avec le Loup aussi. James Roux, le deuxième ligne de 28 ans du Loup, qui devrait prolonger jusqu'en 2028 avec le Loup. Et du coup, Abbas Slimani, c'était une rumeur, mais comme je vous l'ai dit, ça s'est confirmé hier par Rugby-Rama. Et du coup, Aurillac devrait engager un joueur de national. Voilà, tout pour cette actualité mercato. On va pouvoir s'intéresser à ce qui m'intéressait le plus de parler, c'est-à-dire cette compo de l'équipe de France. Donc à droite vous avez le groupe de l'équipe de France et à gauche la compo. Bon, la compo, honnêtement, moi j'ai des choses à dire dessus. Montagne, Régis Montagne, le Clermontois mérite d'être titulaire à la place d'Aldeguerri. Olivon mérite sa place. Mickaël Guillard mérite d'être titulaire aussi. Serin mérite d'être titulaire à la place de Dupont, honnêtement. Ça, honnêtement, je ne dirai rien d'autre là-dessus. Comme j'avais dit la semaine dernière, honnêtement, Dupont, si on veut vraiment dire apporter de la jeunesse et tout, Dupont n'a rien à foutre en fait dans cette liste. Honnêtement, autant désolé pour le langage, mais en fait c'est la vérité, Dupont il a rien à foutre dans cette liste en fait. Si on donne comme excuse, vous voulez faire tourner, vous voulez apporter de la jeunesse, et bien dans ce cas-là on met pas Dupont dans cette liste, point. Alors, du coup, Serin mériterait d'être titulaire. Pato Mouvaka, je l'avais dit, hein, c'est un joueur que j'adore, mais il n'a pas assez prouvé sur cette année. Et malheureusement, il y aurait peut-être Bernabé Massa qui aurait pu être à sa place. C'est dommage qu'il n'y ait pas Noah Néné à la place de. Au moins sur le banc, à la place de Kelvin Gourg. Honnêtement, c'est dommage. Parce que je trouve que c'est un superbe joueur. Noah Néné, donc c'est dommage qu'il ne soit pas. Et quand on regarde par rapport au groupe, honnêtement, ouais, c'est. Même Olivon, franchement, il n'y a pas, Fischer. Fischer mérite d'être dans cette compo, honnêtement, Alexandre Fischer. Voilà. Et comme je disais, Meafou, pareil. Emmanuel Meafou, en vrai, vous le mettez titulaire et vous mettez Oscar Gigoux remplaçant. Et vous mettez Olivon en 7 et Emmanuel Meafou en 5 et Guillard en 4 en fait. Je pense que ça aurait pu être bien. Mais bon, on n'a pas la même vision avec Fabien Galtier. Il fait bien ce qu'il veut avec cette équipe de France. Si c'est ses choix, et ben tant mieux pour lui. On n'est pas là pour critiquer les choix des gens. Chacun a ses avis. C'est comme ça.
Voilà, par rapport à mon avis sur cette compo. Bon, Mathieu Jalibert, il n'y a rien à dire, hein, titulaire indiscutable, honnêtement, dans cette équipe de France. Oui, voilà, Noam, tout à fait. Hein. Et les goûts et les couleurs, hein. Y a rien à dire. Hein. Y a rien à dire, tu mets qui tu veux dans cette compo. Moi, je la vois pas comme ça, je la vois pas comme ça, c'est tout. Lui, s'il la voit comme ça, tant mieux pour lui. Hein. C'est ce qui compte. Cameron Wookie absent de cette compo, oui. Ouais, j'aurais bien mis Cameron Wookie quand même. Hein. Et même honnêtement, Fischer, il mérite. François Kroos, François Kroos, je suis pas très très fan. Hein. Vous mettiez Fischer en 6, non, Olivon en 6, Fischer en 7. Fischer en 7. Ouais, Bielbière et Atisogbe aux ailes. Atisogbe, j'aurais préféré voir Gaël Dréan à la place d'Atisogbe. Franchement, j'aurais bien aimé voir Gaël Dréan, Bielbiaré, une association qui aurait pu être vraiment bien. Thomas Ramos, bah y a rien à dire. Par contre, faut savoir, je pense quand même que c'est Ramos qui va buter, mais peut-être que ça va être Jalibert, je sais pas. À voir ce que Galtier va décider dans sa hiérarchie des buteurs, pardon. Bon, après, on a fait le test, hein, on a fait le tour. Euh, Par contre, on est sur un banc en 6-2, donc c'est le. Je sais pas si je peux, attends. Attends, parce que. Mince. Mince, je l'ai mis pour 600 secondes. Bah, c'est bon, t'es de retour là? T'es de retour ou pas, Noam? Non, parce que. Oh, c'est vraiment, t'es là. J'espère que t'es là. Je sais pas. Bon, bref. Et du coup, voilà ce que j'avais à dire, tout simplement, sur cette compo de l'équipe de France. 1h24 de stream. Il me reste plus grand chose à dire, honnêtement. Je pense. Ok, Baka. Ok. Euh... Bah. Oh là là, je sais pas. J'ai plus d'actualité, honnêtement. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous proposer un truc. Est-ce que vous voulez que je lance un jeu? Alors, j'ai un jeu de rugby. Rugby. J'ai Rugby 22 et Rugby Challenge. Rugby Challenge qui est un jeu plus OG. Et je pense que ça peut être bien. Alors, vous me dites si vous voulez que je fasse quelques minutes sur ce jeu. Ou alors, j'arrête le stream et on se voit la semaine prochaine. Comme vous voulez. Je crois qu'il y a que toi. Tu veux quoi, Noam? J'arrête le stream maintenant? Ou je fais un petit peu de gameplay sur le jeu? Comme tu veux. Faut me dire parce que sinon bah, je change le titre du live en vif. Bon bah voilà, bah je vais arrêter maintenant. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette deuxième émission et on se voit la semaine prochaine
Et j'aime trop, je suis trop fan de cette émission et j'espère vraiment que ça va pouvoir marcher. Merci beaucoup pour votre soutien tout le monde et on se voit la semaine prochaine, on se voit mercredi prochain. Passez une bonne soirée à tous et le rugby c'est la vie.